Nous sommes en guerre. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, et cela requiert notre mobilisation générale. Aujourd'hui sur la planète, 8 personnes seulement détiennent autant que 3,5 milliards d'individus, soit la moitié de la population mondiale. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Après qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. La France n'échappe pas aux inégalités de patrimoine. 21 milliardaires possèdent autant que les 40% des Français les plus pauvres. Nous sommes en guerre. Il y a une forme de dérive sécuritaire qui justifie des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois on le voit bien, elle est virtuelle voire même inexistante. Sur le plan écologique, nous avons passé des seuils qui montrent que quoi qu'il se passe demain, il y a des choses irréparables. Mais dans mon travail à moi, je pose l'hypothèse que ce soit aussi la fin tout court. 3 à 5 degrés à la fin du siècle, en moyenne mondiale, c'est 6 à 10 degrés sur les continents. Il n'y a aucune agriculture qui résiste à 6 à 10 degrés de moyenne à la fin du siècle. Seulement le réchauffement climatique, c'est toute la dégradation des sols par l'agriculture industrielle dans le monde entier, et pas seulement en France. C'est la disparition de la biodiversité, c'est la déforestation généralisée, c'est la pollution énorme des villes. Et tous ces phénomènes déterminent les uns les autres, avec en plus le réchauffement climatique, pour arriver à une situation aggravante qui elle-même va créer de multiples problèmes humains, des migrations. Parce que c'est notre projet! T'as déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital? Non. Tu t'intéresses pas à la politique? Bah, tu devrais. Il faut se mettre au travail afin de vaincre les fanachismes. C'est un concept à moi, ça dénonce à la fois les fascistes et les fanatiques. Pour toute vie constituant cette planète, celle présente, passée et celle dont nos choix détermineront leur existence, si nous nous saisissons d'une telle opportunité, qu'un avenir soit possible. Salut à toi. Qui que tu sois, cela n'a pas d'importance. Ce film est pour toi en tant que personne faisant partie de cette espèce appelée humanité. Toi, en tant qu'humain, qui chaque jour a le courage et le désir de vivre. Tu sais, nous ne sommes pas si différents. Chacun a sa place ici. Nous partageons en nous 99,9% de gènes en commun. Alors, pourquoi sommes-nous si divisés? Pour une religion, une couleur de peau, une nation, un genre, une classe sociale, un âge? Mets de côté tout ce conditionnement que l'on t'a inculqué depuis ta naissance. Dans ce film, nous commencerons par un constat. Celui que toute cette division, mais aussi tous les gros mots de cette société ont la même racine. Puis, nous parlerons ensuite d'une solution possible pour y mettre fin. Nous sommes à la croisée des chemins. L'avenir devant nous peut être destructeur ou fondateur pour une toute nouvelle civilisation. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Partie 1. Le grand capital, l'origine du mal. Tout autour de toi, bien des problèmes sont à ta portée. Dès la naissance,
selon que tes parents soient riches ou pauvres, selon leur couleur, leur religion, leur nation, une partie de ton histoire te sera déjà prédéterminée. Ainsi commenceront problèmes et privilèges. Mais ces facteurs, as-tu aussi remarqué ce qu'ils avaient en commun? Ils sont tous liés par une histoire commune. Et cette histoire est l'avènement du capitalisme. Ce modèle part du fait qu'une minorité possède tous les pouvoirs. Si l'on devait comparer cette société aux livres anciens considérés comme sacrés, il me semble que l'on pourrait dire qu'elle est dirigée de façon métaphorique par le symbole de la bête pour les chrétiens, le Shaitan pour les musulmans, ou encore le Mammon, divinité personnifiant la richesse matérielle et l'avarice. Les valeurs y sont ainsi toutes inversées. La coopération? Non, ici nous jouons le jeu de la compétition. Le partage? Non, voyons, plus marchande. La liberté? Négatif, nous allons vers plus de contrôle. La sécurité alors? Non, voyons, ce système a tout corrompu, amenant avec elle toute forme de criminalité. L'unité? Encore raté. C'est la division qui prime ici. C'est ainsi bien plus simple pour régner. Le diable est rusé. De par le mensonge, il est force de constater qu'il a su nous séduire. De par ses valeurs, telles l'orgueil, l'ambition, la vanité, la paresse, l'avarice, il a su montrer en nous notre serpent originel. Que ce soit la division par le sexe, le genre, l'origine, la classe sociale, l'âge, que ce soit les inégalités matérielles, que tu sois dans la misère ou l'opulence, que ce soit les guerres, le pillage des nations, que ce soit l'exploitation humaine, des animaux, de la nature, que ce soit la destruction de l'environnement, de la 6e extinction de masse, du réchauffement climatique, de l'épuisement des ressources. Tout ceci est dû à notre modèle de société. Qu'est-ce que le grand capital? Quelques mots pour le décrire. Compétition, inégalité, loi du marché. Le capitalisme repose sur la privatisation des propriétés, des entreprises, des moyens de production, sur le libre-échange et la concurrence, dans lequel les capitaux, sources de revenus, n'appartiennent pas à ceux qui les mettent en œuvre par leur propre travail. C'est assez clair, tu as compris? En gros, c'est un système de propriété où tu travailles, non pas pour toi-même, mais pour un propriétaire. Ainsi, pas touche à la richesse que tu as produite, à part si tu es ton propre patron. C'est un système où tu dois tout payer de ta poche. Rien n'est gratuit dans leur monde. Les plus riches emmagasinent toujours plus de richesses pendant que les pauvres galèrent à vivre. C'est un système concurrentiel, allant à l'encontre de ce qui marche le mieux dans la nature, la coopération. Le capital, c'est donner la possibilité à une minorité de posséder tous les pouvoirs, que ce soit les médias, la finance, les industries, mais aussi le pouvoir des États, que ce soit judiciaire, législatif ou exécutif. Nous avons pu voir dans le passé que bien rarement l'élite est condamnée, bien qu'elle ait l'habitude de frauder. Historiquement, à partir du moment où des réserves se sont faites, est alors apparu l'appareil d'État, avec son armée pour défendre les réserves et les territoires, son clergé pour donner une forme de morale et sa hiérarchie avec au sommet le roi, l'empereur, le grand chef qui donne les ordres. Ainsi, les premières formes du capitalisme sont apparues depuis la création de la propriété privée, avec une hiérarchie définie qui permet à certains d'avoir des privilèges pendant que d'autres vivent avec le minimum en travaillant pour ces privilégiés. Cela était sans doute malheureusement nécessaire pour en arriver jusqu'à une civilisation pseudo-développée. Mais la technologie, la connaissance nous donnent la possibilité de changer les choses. De plus, les problématiques d'aujourd'hui, environnementales, économiques, sociales, ne nous laissent pas le choix. Soit nous changerons par la force des choses, soit nous pouvons enclencher une mécanique nous amenant vers une société pérenne et bien plus juste pour tous. Comment le capitalisme s'est immiscé dans toutes les strates de la société? Pour commencer, voyons ensemble l'écart d'inégalité présent en ce moment. 0,27% détiennent 90% de la richesse mondiale, millionnaires et milliardaires seulement. Ils sont à peu près 20 millions contre 7 milliards 780 millions. Le temps, c'est de l'argent, alors voyez ce que ça donne.
le nombre de millionnaires ne cesse d'augmenter. Ils sont désormais 20,8 millions dans le monde. Malgré la pandémie, leur richesse s'élève désormais à 79 600 milliards de dollars. Selon la CIA, l'agence de renseignement américaine, en 2017, il y avait l'équivalent de 99 billions d'euros en circulation dans le monde. 20,8 millions de personnes, soit 0,27%, détiennent 90% des richesses du globe. Une grande fortune implique un grand pouvoir. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Qui décide dans un monde où l'argent est l'outil principal du pouvoir? Les politiciens? Pas vraiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les politiciens font partie de cette petite élite. Ils sont les marionnettes de ces 20 millions de personnes qui possèdent les 90% des richesses du globe. Regardez, politiciens, financiers, industriels, institutions militaires, médias, cet ensemble, ils forment le grand tout, le saint pentacle diabolique du grand capital. Et vous en êtes ses esclaves. Ils possèdent tout. Lorsque cette main décide de frapper, elle semble invincible. Pourtant, nous, vous, le peuple, en tant qu'entité collective, est tellement plus puissant et nombreux. Cette force, ils veulent absolument la mater, la contrôler, de façon à ce qu'ils puissent vous exploiter ad vitam aeternam. Ce sont ces travaux qui ont inspiré le gouvernement chinois et donné naissance au crédit social. Je trouve que la France devrait vite adopter notre système de crédit social pour régler ces mouvements sociaux. Si vous aviez eu le système de crédit social, il n'y aurait jamais eu les gilets jaunes. On aurait détecté ça avant qu'ils agissent. On aurait pu le prévoir, il n'y aurait pas eu ces événements. C'est l'un des atouts, l'un des grands avantages du crédit social. Sécurité, inégalité, division. Telle devrait être la devise de ce système mondialisé. Aucun pays n'est exemplaire. Tous ont leur petite caste de privilégiés. Tous sont soumis à cette devise. Pourquoi? Car il y a un intérêt derrière. La finance n'a pas de frontières. Il n'y a rien de tel que la peur et l'ambition pour faire fonctionner un système. La classe moyenne est la pièce maîtresse de cette mécanique. Cette partie de la population travaille dur pour s'enrichir et toucher le doigt des dieux de la richesse matérielle. Mais aussi par peur de tomber dans ce qui est dicté comme la marginalité, la misère sociale. Vous devriez être amené à détester tous les signes de grande richesse. Et pourtant, ils vous ont manipulé pour que vous y soyez attirés, que vous les enviez, que votre ambition soit de devenir comme eux. Avec leurs médias, ils vous ont corrompu sans que vous ne l'ayez vous-même remarqué. Et pourtant, cette classe laborieuse qui travaille dur pour maintenir son confort et qui parfois ambitionne un statut supérieur est la plus exploitée. À coup d'impôts, de taxes, dans tout ce qu'elle dépense, de dettes, de crédits, elle n'a d'intérêt qu'à se faire fonctionner pour que son travail aille directement dans les poches d'actionnaires, de PDG ou dans celles de l'État, ce qui revient au même, puisque ce dernier a vendu la plupart de ses biens à des instituts privés ou les a cotés en bourse. Cette classe moyenne ne fait que regarder un sommet impossible à gravir, tout en ayant une peur bleue du vide que constitue le bas de cet édifice. Vois-tu? Pourtant la montagne ne fait qu'un. Il y a deux façons de la voir. Les valeurs y étant inversées, l'humanité y voit en son sommet que la matérialité de leurs défauts. Ainsi, réussir aujourd'hui, c'est la gravir de façon totalement compétitive, quitte à ce que tous les coups y soient permis, allant jusqu'à écraser les autres pour être le seul à la monter. Il n'y a de la place que pour une petite minorité sur celle-ci. Alors que d'une autre façon, c'est seulement en s'entraidant tous ensemble que nous pourrions tous accéder et partager la vue au sommet des potentiels de par de qualité. Surconsommer nécessite de surproduire, donc de travailler trop.
Nous avons assez de technologie pour permettre davantage de temps libre, afin de le passer avec nos proches, apprendre de nouvelles compétences, développer de nouvelles passions, se détendre. Pourtant, le sommet, toujours pour une question de profit, de par leur divinité surproductive, de choses superflues, nous amène à travailler dur pour les enrichir. Ainsi, augmenter leur pouvoir et créer ce gouffre entre une minorité toute puissante et la majorité écrasée, bafouée, dilapidée, aliénée de façon mondialisée. Travailler étant la norme, c'est obligatoire, au risque de ne pouvoir survivre ou de devenir un marginal, un exclu de la société. Depuis quand devons-nous vendre de notre temps pour un grand patron, qui, profitant de notre force de travail, revendra nos productions finalisées au plus grand prix? La marge est grande entre ce que vous gagnez et ce que cela lui rapporte. Une partie allant dans les poches des actionnaires, ils se font une fortune monumentale sur notre dos. Par exemple, pour un t-shirt vendu en boutique 29 €, les grossistes et les détaillants engrangent 72% de marge sur le prix de vente. La réalité est qu'en 2 heures, en moyenne, un salarié paye l'équivalent de son salaire journalier. Le reste étant du bénéfice pour l'entreprise. Et vous trouvez ça normal? Votre patron n'a aucun mérite, à part celui de vous avoir manipulé, afin de vous faire croire que vous êtes payé à votre juste valeur. Cette croyance est fausse. Vous êtes exploité. Concernant le chômage, savez-vous que d'ici quelques années, l'automatisation et les machines devenant de plus en plus autonomes, vous serez bientôt remplacés par elles. Dans les années à venir, et déjà aujourd'hui, il n'y a plus de travail pour tout le monde. Alors, à votre avis, à qui ira la richesse produite par ces robots? Vous l'avez compris, vous n'allez sûrement pas en profiter. Vous serez alors une masse inutile, comme le disent si bien certaines personnes de la haute sphère. Ou ferez partie de ces gens que l'on croise dans la gare qui ne sont rien, comme le dirait Macron. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Autre sujet, la guerre et son intérêt. Elle, qui est souvent couverte de bonnes intentions, comme la religion pour amener la démocratie, ou combattre le fascisme comme le dit Poutine, mon cul, ouais. L'intérêt est concret. Accaparement des ressources comme le pétrole, le lithium, le gaz, l'uranium, ou stratégie géopolitique, ce sont pour la plupart des guerres d'accaparement de ressources énergétiques. Celui qui possède la ressource gagne en puissance grâce à l'énergie qu'il est capable de mobiliser. C'est donc aussi et surtout économique. La guerre est aussi liée à la misère dans les 3/4 du globe. Si une grande partie de la population vit dans une extrême pauvreté, c'est dû à une volonté hégémonique du grand capital. Exploiter de la main-d'œuvre à moindre prix, exploiter les ressources de certains pays, ils sont maintenus dans cette pauvreté afin que le peuple occidental puisse jouir de privilèges et d'un confort opulent. Qu'il puisse consommer afin d'enrichir toujours plus les poches de mafieux, de truands financiers. Ceci pour dire aussi que les pays occidentaux dépendent totalement de la mondialisation. Sans elle, ils n'auraient aucune ressource. C'est par l'exploitation des pays les plus pauvres économiquement, mais les plus riches de leur sous-sol, que la richesse occidentale est maintenue. Concernant l'éducation, avez-vous remarqué que nous sommes des copies conformes dès le plus jeune âge? De par le système de notation, par la compétition qu'elle engendre, avez-vous remarqué à quel point elle nous aliène, nous opprime, baissant notre estime de soi, notre confiance en la vie? Nous naissons tous génies, et pourtant nous devenons tous médiocres. Il me semble que le collectif influence chacun de nous individuellement. Imaginez seulement ce que pourrait être une société sortie du grand capital, où l'éducation permettrait à l'ensemble des citoyens d'être épanouis, qui éduquerait à la bienveillance, au respect des autres, à la coopération et la fraternité, ainsi qu'en stimulant la population à se découvrir des passions
et œuvrer pour le collectif. Nous en profiterions tous si seulement c'était le cas. Cela va de pair avec les médias, qui sont la forme, l'outil principal d'éducation destiné aux adultes. Car oui, nous apprenons tout au long de nos vies. Ces médias corrompus, ils nous maintiennent dans l'ignorance, dans l'inaction, n'allant jamais remettre en cause la pensée dominante. Aliénation. En France et dans la plupart des pays, les médias appartiennent à une poignée de milliardaires qui nous dictent ce que nous devons penser, nous immobilisant dans l'inaction et dans la peur du grand méchant monde. Avez-vous remarqué qu'ils passent les mêmes infos, les mêmes musiques, les mêmes programmes? Ils vous dictent ce que vous devez écouter, penser. De plus, comme le disait Patrick Lelay, À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Maladroit, diront certains. Non, Patrick Lelay a bien relu et validé cet entretien avant la parution du livre. Mais attendez, c'est sûr que le métier de TF1, c'est avant tout de satisfaire ses clients, et ses clients sont ses annonceurs. Il se trouve qu'il, lui, a trouvé comme modèle économique que pour satisfaire ses annonceurs, il allait mobiliser le maximum de téléspectateurs en les attirant avec des bons programmes qui leur plaisent. Voilà, il n'y a vraiment pas de honte à ça. Il y a des milliers de chaînes de télévision qui font ça dans le monde entier. Mais où sont les médias gérés par le peuple lui-même? Avez-vous remarqué la dictature de la pensée déjà en cours en ce moment? Ils brident notre pensée, inculquant les tabous de la société dès notre naissance. Dessins animés entrecoupés de publicités pour consommer, télé-shows nous divertissant de gros mots, radio de la pensée unique, rien ne doit remettre en question l'abus de profit. Rien ne doit compromettre l'économie de marché. Parler d'alternatives de société, encore est-elle dictée? Rien ne doit affaiblir notre dieu monnaie. Où sont donc les médias gérés par le peuple lui-même? Nous sommes à la croisée des chemins. Ce que l'on entreprendra demain nous fera naître ou mourir. Il y a tout à inventer. Vous êtes le monde en devenir. Et vous avez les clés en main pour laisser mourir l'ancien ou en faire naître un nouveau. Ne désespérez pas. Nous avons la possibilité de tout changer et de se rapprocher d'un certain idéal. Mais pour cela, nous devons résister, s'engager, s'éduquer, dans la bienveillance, le respect des autres, la coopération. Partie 2. Pourquoi sommes-nous la première et dernière génération à pouvoir changer les choses? Nous sommes aujourd'hui tous des élus. Oui, nous sommes élus, car nous sommes la seule génération à pouvoir changer la donne. Nous sommes la dernière génération à pouvoir éviter la fin de l'humanité. La seule à pouvoir répondre aux problématiques d'aujourd'hui. En même temps, nous sommes la première génération à pouvoir profiter de la connaissance accumulée depuis des milliers d'années par l'humanité. Ainsi, nous pouvons plus que répondre aux problématiques, mais aussi améliorer profondément les conditions de vie des êtres humains et du vivant. Il y a plusieurs points qui nous montrent que nous sommes à un basculement de la société sans précédent. Les conséquences de notre surconsommation sur l'environnement est absolument phénoménale. Épuisement des ressources, des terres arables, des nappes phréatiques, 6e extinction de masse, réchauffement climatique, acidification des océans, fonte du permafrost. Des réactions en chaîne qui amèneront des problèmes de plus en plus conséquents. Le réchauffement climatique risque de s'emballer et d'aller plus vite que prévu. L'épuisement des ressources amènera inéluctablement la civilisation à s'effondrer si rien n'est fait. Une immigration massive, allant jusqu'à 500 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050 est prévue, ce qui risque d'amener davantage de conflits. Il y a de nombreuses vidéos, de livres sur le sujet, pour ceux qui veulent s'y intéresser. Prenez le temps de vous renseigner. Concernant le progrès technologique, des problématiques peuvent être anticipées et montrent encore une fois l'originalité de notre époque. Si nous ne remettons pas en question ces futures avancées, des problèmes éthiques, écologiques, sociaux se poseront et d'ailleurs sont déjà d'actualité. Il ne faut plus laisser à une minorité la propriété de celle-ci. Il nous faut se les accaparer.
l'intelligence artificielle risque de devenir incontrôlable. Bien que celle-ci pourrait être d'une grande aide pour l'humanité, avons-nous besoin qu'elle s'immisce partout dans nos vies jusqu'à notre intimité? Dans un monde raisonnable, celle-ci servirait principalement à l'organisation, la planification, la distribution des ressources, mais aussi à l'automatisation des métiers pénibles. Et pourtant, lorsqu'on regarde ce qui se fait aujourd'hui, elle semble servir pour des intérêts obscurs dans un contexte de surveillance généralisée en Chine. Et je dirais même, en étant plus virulent, que c'est une forme de perversion. Plus personne n'osera faire des erreurs, tenter des expériences, prendre des risques. Nous deviendrons des morts vivants. Oui, des machines. Je trouve ça détestable. C'est terrifiant. Je n'accepte pas ce genre d'avenir. Elle est aussi utilisée dans les drones à reconnaissance faciale, dans les nouvelles armes des pays développés. Ce puissant outil est dans les mains d'une petite élite qui s'en servent pour asservir la population. Avons-nous réellement besoin d'utiliser cette technologie pour davantage exploiter et détruire la vie ? Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des questions après l'explosion de violence hier après-midi à travers le pays. Que s'est-il réellement passé? Qui sont ces milliers de militants qui se réclament d'un mouvement pour le vivant qui ralentissent et parfois même bloquent l'activité dans la plupart des villes? Trafic perturbé, manifestations massives. Gérard Dupin, spécialiste des questions insurrectionnelles et des nouveaux mouvements sociaux, interviendra dans ce journal et nous apportera un écho. Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne, coupure momentanée de votre journal télé, car notre voix est à chaise, besoin d'exprimer notre point de vue aux yeux du pays, exprimer pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désobéir. Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système insurgé, du règne mis en place par une bande de vipères. Nous sommes de ceux qui se sont levés pour dire non, fils de la liberté, on se doit d'œuvrer, parce que leur monde depuis la mort, que tout le vivant est wanted, qu'ils ne reflètent pas la grandeur que l'humanité porte en elle. Perdu dans sa quête des regrets, plein les doigts, dit aux tortionnaires qu'on ne laissera pas tuer notre étoile. Le sang de l'égoïsme a rempli chaque page écrite, le même pourra faire du destin collectif une tragédie. Veuillez nous excuser pour cet incident technique. Il semblerait que nous ayons quelques problèmes. Excusez, problèmes techniques, faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous cause. Notre lutte est légitime face à une politique holocauste qui ne changera pas les choses. Ils ont créé les règles telles quelles, telle et telle guerre, tirant profit du sang de terre-mère au pied du mur, presque pris au piège. Mesdames et messieurs, ne croyez pas que les gouvernements vous protègent. Ils se préparent le terreau hors pair du plus grand génocide. La famine dans les pays riches, répression mais aussi des épidémies. Peut-être pour qu'on ait peur de se rassembler ou juste pour businesser un tas de vaccins empoisonnés. Peut-être avec une puce de dents, serait-ce pour de la surveillance ou pour modifier nos états psychiques à l'aide de leur fréquence. L'Occident construit des camps, l'Europe s'apprête à réinstaurer la peine de mort spécialement pour les insurgés. Oh, qu'est-ce qui se passe en régie? Ça y est, on a l'antenne. Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant. Les services concernés mettent d'ores et déjà tout en œuvre pour tenter... Et j'ai pas fini, au nom de ceux qui ne veulent plus subir la flamme au cœur, un idéal qui ne peut cautionner vos supplices, l'espoir d'un nouveau souffle. La quête n'est pas terminée, l'humanité, chaque instant est propice, contient l'éternité. Soldats de la paix, ainsi on s'interroge d'une machine qui assassine. Bénis soient ceux qui s'interposent, ceux qui construisent autre chose. Mesdames et messieurs, veuillez ouvrir les yeux, car le monde sera votre propre sort. Les cœurs sont irradiés, coffres forts barricadés, tous fleurons du changement finissent sous les matraques des brigadiers. Des flics armés au racisme colonial, des principes honorables écrasés car ça ne pense qu'au dollar. Zéro au moral, à force de perdre nos vies, nourris aux films américains et à la bouffe de Tchernobyl. Putain, on a dit non à la triche des vainqueurs, au dessin demain devient peuple, société redevient peuple. Téléspectateurs, vous venez d'entendre une propagande terroriste faite par des personnes irresponsables. La police nous informe qu'il s'agit d'un groupuscule connu de leur service et qualifié de... Mesdames et messieurs, ne les écoutez pas, pas de débat face aux dégâts, le mensonge sort de la bouche des médias, ils veulent nous bâillonner, aux tortionnaires distribuent des médailles, le pilier le plus fonctionnel du terrorisme d'État. Écoutez, clave nous clame et à vous autres, oh et qu'on a plein de belles choses à construire et que personne viendra nous sauver. Tout sonner dehors, sur la foi reste de l'or, êtes-vous d'accord que ce monde ne reflète pas le rêve de l'homme? Révolution intérieure, dès lors qu'on comprend qu'il faut porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore. L'urbain sera l'exode, que le verbe nous honore, car c'est les enfants de la terre contre les armées du veau d'or.
silencieux, nous sommes ces jeunes qu'on ghettoise. Rappelez-vous de nos paroles lorsqu'ils nous tirent en terroristes. À l'antenne, c'était Arcade du clan des Wanted, comme un écho d'une promesse lointaine. C'est des conneries. Mesdames et messieurs, nous réitérons nos excuses après cet acte révoltant. Nous venons de récupérer définitivement l'antenne. Nous insistons sur le fait que ce groupuscule étant extrêmement dangereux, tout ce que vous venez d'entendre n'est naturellement que pur mensonge. Nous voyons aujourd'hui que la société devient de plus en plus virtuelle. Nous passons de plus en plus de temps devant les écrans. En plus de la problématique liée à la consommation phénoménale des datas en termes d'énergie, demain, nous aurons la capacité de poser sur nos têtes des casques à réalité virtuelle en immersion totale dans celle-ci. Si nos cinq sens peuvent être reproduites dans le virtuel, nous pourrions créer des simulations qui pourront être plus divertissantes, agréables, dynamiques que la réalité elle-même, appelée métavers. Encore une fois, si nous continuons dans ce modèle, les citoyens n'auront pas leur mot à dire. Ils se contenteront d'accepter la mode des nouvelles consoles qui finira par toucher tout le monde au vu de l'attractivité de celle-ci. Voulez-vous vraiment une société où le virtuel prendra plus de place que la réalité? Si ce n'est pas déjà le cas. Si le peuple s'accaparait ces industries, telles que les GAFAM, que celles-ci étaient autogérées par les citoyens, nous pourrions amener le débat public au niveau mondial. Sinon, nous risquons encore une fois d'en subir les conséquences, en devenant totalement dépendants, telle une drogue où le sevrage sera toujours plus difficile. C'est déjà le cas, vous l'aurez remarqué, avec nos smartphones, les consoles de jeux et les ordinateurs d'aujourd'hui pour certains. Alors, imaginez le monde demain, régi par une élite peu scrupuleuse sur ces questions. Si nous reprenons le pouvoir sur ces entreprises, nous pourrons déjà rendre les réseaux sociaux beaucoup moins addictifs, prendre le contrôle de nos données et surtout réfléchir ensemble sur la direction que nous voulons prendre. Préférez-vous scroller pendant des heures des vidéos de chats et des tutos à 2 balles ou passer tout ce temps à vous enrichir d'activités passion, sociales, de vraies pour vous et le collectif? Nous pourrions écrire, lire, créer, étudier, faire de la musique, du jardinage, peindre, voir nos proches. À la place, nous nous divertissons à en mourir. Lorsque vous serez sur votre lit de mort, rappelez-vous que vous jugerez votre vie selon ce que vous avez apporté à ce monde. Vous serez votre propre juge. Tristesse infinie que de voir en cette vie de souffrance que des souvenirs de paresse écrasante. Nous sommes là pour évoluer, non pas pour stagner. D'un autre côté, la connaissance accumulée au fil des années, et surtout depuis ces derniers siècles, nous offre la possibilité de développer la technologie qui émancipera l'humanité de l'exploitation de la vie. Le capitalisme était un passage sans doute nécessaire, où les dominants nous affabulaient de la carotte du dieu argent pour nous faire avancer. Cet outil, cette croyance collective du pouvoir de l'argent, nous a amenés à fédérer l'humanité vers un même objectif, celui de développer une société évoluée. De grandes avancées ont été possibles. Des structures, des industries, des bâtiments, des institutions dans tous les domaines ont été érigées. Des avancées, telles que les données accumulées de la science, de la connaissance sur notre environnement et la vie en général, pourraient nous aider afin de répondre à l'ensemble des problématiques actuelles. C'est inédit dans l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi nous sommes la première génération à pouvoir orienter cette connaissance afin de prospérer. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de tout jeter, mais au contraire, prendre leçon du passé afin d'améliorer notre destinée. Comme nous avons pu le voir, notre manière de s'organiser est chaotique et profite seulement à une petite élite. Cependant, il est possible de changer radicalement de ce fonctionnement. Internet nous a rapprochés. Il suffit d'un clic pour partager des données à l'ensemble de l'humanité. Ces avancées peuvent nous permettre aussi de répondre à l'ensemble des besoins de la population. Elles peuvent soigner, nous réchauffer, nous loger, nous nourrir physiquement comme intellectuellement. La technologie peut donc soit nous détruire ou nous émanciper. Vous êtes donc tous élus. Nous sommes à une période de la croisée des chemins. Cette époque est donc révélatrice d'une grande responsabilité. Si nous échouons,
Les vipères garderont le pouvoir et de leur venin, nous gangrénerons jusqu'à détruire toute vie sur Terre. Spéciale dédicace aux nôtres, à nos amis, à nos proches, à ceux qui subissent à travers le monde cette oppression hiérarchisée. Allons camarades, la guerre est déclarée. Alors redonnons ensemble un sens, ma liberté. Combien de temps nous reste-t-il? Personne ne peut prédire avec certitude l'avenir. Seulement, plusieurs données peuvent nous permettre de prendre conscience de certains risques. Alors que nous étions 1,6 milliard sur Terre en 1900,
Nous sommes désormais 8 milliards aujourd'hui. Cela risque de devenir légèrement problématique si nous continuons à gaspiller les ressources comme nous le faisons en ce moment. Vous voyez ? Sachant que seulement près de 2 milliards de personnes ont un niveau de vie confortable, à peu près 2 milliards de véhicules sont aujourd'hui en circulation par exemple. Imaginez que l'ensemble de l'humanité souhaite tendre vers un niveau de vie occidental, ce serait permettre de rendre accessibles des machines énergivores hautes consommatrices de ressources pour 8 milliards d'individus. Si nous ne changeons pas de modèle rapidement, autant dire que nous allons droit vers l'effondrement. Direction la barbarie où la loi de la nature reprendra ses droits. Nous avons donc pu voir que les dégâts causés sur la nature sont conséquents, voire irréversibles. Parlons alors un peu du rapport Meadows, rapport constitué en 1971 par des scientifiques afin de simuler l'avenir de la civilisation. Ils ont pris en compte diverses données complexes, telles que les ressources disponibles, la démographie, les services, la production, la pollution. En fonction de ces données, ils ont établi un graphique que voici. Nous voyons ici que selon cette simulation, l'effondrement pour l'ensemble de la civilisation est prévu pour 2030 environ. Ambiance! Il va falloir sérieusement commencer à se bouger, vous ne pensez pas? Si nous ne changeons pas de modèle rapidement, autant dire que nous allons droit vers l'effondrement. Direction la barbarie où la loi de la nature reprendra ses droits. Troisième partie, de potentielles solutions si nous nous engageons. Créons ensemble un nouveau modèle d'organisation. D'abord, présentons ce qui pourrait être un nouveau objet d'étude. Un jeu de réflexion dont tout à chacun pourrait participer. La sociétologie. Sociétologie vient du latin societas, qui signifie union, association, et logie qui forme l'étude d'une science. La sociétologie est l'étude de la société, des mécanismes, les interconnexions entre tout ce qui la compose, ainsi que l'étude et la recherche de modèles de société durables et d'initiatives applicables dans l'intérêt à la fois collectif, individuel, ainsi que de l'écosystème planétaire. Pour cela, toutes les compétences et domaines scientifiques, sociaux, artistiques, spirituels doivent être prises en compte dans l'intérêt d'une harmonisation globale et durable de tout ce qui compose l'ensemble de notre planète. Concernant la conception de modèles sociétal, quelques règles y sont nécessaires. Ainsi, il devra prendre en compte la limitation des ressources, la condition humaine et de la vie planétaire, les interconnexions au niveau local jusqu'à la dimension planétaire, les avancées dans tous les domaines qui auraient un intérêt d'harmonisation au niveau collectif, individuel ou planétaire, l'éthique de la science, la propriété du collectif et de la planète sur l'individualité. Dans les jours à venir, prenez un crayon, réfléchissez-y et mettez-le sur papier. Par exemple, concernant les modèles d'organisation sociale ou sociétale, il semble y en avoir 3 qui se démarquent particulièrement, à savoir la décroissance, l'éco-anarchisme et l'économie basée sur les ressources. Voici comment il pourrait être résumé. La décroissance. Comme vu précédemment, la croissance n'est pas viable pour perdurer dans le temps. À l'opposé, la théorie économique de la décroissance se définit comme telle. La décroissance est une réduction planifiée de l'utilisation de l'énergie et des ressources visant à rétablir l'équilibre entre l'économie et le monde du vivant, de manière à réduire les inégalités et à améliorer le bien-être de l'homme, selon Jason Hickel. Pour cela, prenons un exemple. En transition, il pourrait être intéressant de réduire le trafic de voitures individuelles. Bien sûr, il faudrait en parallèle améliorer le réseau de transport en commun, de façon à ce que tous les trajets puissent être possibles, soit par le bus, le train, le métro. Moins de biens, plus de liens. L'inconvénient, c'est qu'un pays seul appliquant la décroissance devra tout autant se défendre face à l'élite de certaines nations voulant rester dans la dystopie capitaliste. Avec une production réduite,
cela semble complexe. L'idéal serait donc un internationalisme des peuples souverains. L'éco-anarchisme. L'anarchie n'est pas le chaos, bien au contraire. Pour le définir rapidement, l'autogestion semble être le mot qui le décrit au mieux. Selon Murray Bookchin, tout être humain est compétent pour gérer les affaires de la société, et plus particulièrement de la communauté dont il est membre. Aucune politique n'a de légitimité démocratique si elle n'a été proposée, discutée et décidée directement par le peuple, et non par de quelconques représentants ou substituts. Le projet d'organisation sociale conçu par Murray Bookchin est un confédéralisme démocratique à base de municipalisme libertaire où le passage au niveau plus large se fait sans mandat impératif. La taille des villes devient un paramètre crucial dans un modèle où les communes sont appelées à gérer en leur sein le rapport entre ville et campagne et l'usage approprié des technologies. En bref, l'éco-anarchisme se résume par des communautés autogérées, un multifédéralisme du niveau local jusqu'à un niveau global, une démocratie directe dans chaque municipalité locale. L'économie basée sur les ressources. Ce modèle, conçu par Jacques Fresco, est peu connu. Pourtant, ce modèle devrait être complémentaire aux deux précédents. La solution viendra du lien fait entre différents constats et modèles d'organisation. Ceci afin de pratiquer la systémie, permettre une vision globale et holistique. L'économie basée sur les ressources peut être définie comme telle. Méthode scientifique, appliquée afin de planifier les ressources en fonction des besoins de la population et prenant en compte l'efficience des dernières avancées de la science afin d'économiser au mieux les ressources. Pour que cela soit bien clair, les ressources, que ce soit matérielles, telles que les moyens de production, les métaux, la nourriture, ou immatérielles, telles les compétences, les métiers, pourraient être référencées afin que l'on puisse les planifier de façon la plus efficiente possible. Puis, ensuite, les répartir de façon équitable à l'ensemble de la population selon les besoins. Le BR, c'est un système d'accès remplaçant en partie la propriété. Attention, ce n'est pas du communisme bureaucratique comme l'a été le stalinisme et le maoïsme. Lorsqu'on parle d'accès ici, voyez-y l'avantage. Tout le monde pourrait avoir accès gratuitement, donc sans argent, aux besoins vitaux tels la nourriture, l'eau, l'énergie, le logement, l'éducation. Une monnaie fondante pourrait contribuer à rémunérer les services civiques et permettre d'être récompensé pour le travail amené au sein de la collectivité. Aussi, cette monnaie permettrait de tenir des engagements sur une période donnée. Attention, il ne s'agit plus de voir l'argent comme un dieu incontrôlable qui aurait le contrôle total de la population. Une monnaie fondante est une monnaie qui perd de sa valeur avec le temps. Elle aurait un plafond, de façon à ce qu'aucun humain ne puisse être au-dessus de la population. Vous comprenez ? En bref, elle permettrait de récompenser le travail pour la collectivité, tout en évitant qu'une classe de la population puisse être au-dessus des autres. Les dernières avancées scientifiques seront prises en compte afin d'améliorer l'organisation, la façon de distribuer et d'économiser l'ensemble des ressources de façon systémique. C'est un modèle faisant du lien entre tous les domaines humains. Il se doit d'être pluridisciplinaire pour optimiser l'organisation. Il serait ainsi possible d'utiliser la connaissance à bon escient afin de pallier à la crise environnementale, d'améliorer les conditions humaines et sociales. Dans un tel modèle, il serait alors possible d'automatiser les tâches pénibles, supprimer les bullshit jobs et métiers inhérents au capital afin de réduire le temps de travail pour l'ensemble de la population. Selon certaines estimations, il serait possible de supprimer plus de 50% d'emplois. Que ce soit dans la publicité, tout ce qui est lié au marketing, au management, à l'administration, à la finance, à la bureaucratie, au commerce, ce qui permettrait de réduire et mieux répartir le travail en fonction de ce qui est nécessaire. Aussi, selon certains économistes, réduire le temps de travail permettrait de réduire grandement l'empreinte écologique. Aussi, de nouvelles technologies pourraient être démocratisées pour réduire l'empreinte de l'humanité sur la planète, telles les fermes verticales ou des alternatives à l'exploitation du bétail, qui, rappelons-le,
constituent 70% des surfaces agricoles dans le monde. Ce qui permettrait de nourrir une population directement au niveau local sans avoir recours à des millions d'hectares de terres agricoles, sans détruire l'écosystème naturel, et encore mieux, ce qui permettrait le retour des habitats sauvages pour l'ensemble de la biodiversité. Dans un contexte de 6e extinction de masse, cela paraît non négociable. Afin de faire transition, Jacques Fresco a imaginé de potentielles villes radicalement différentes. Celles-ci seraient, telles des communautés, cités-États, totalement autosuffisantes, que ce soit au niveau alimentaire, énergétique, du textile, de la pharmacopée, de certaines ressources pouvant servir pour la construction, le mobilier. Ce seraient donc de nouvelles villes bien plus résilientes et souveraines que celles d'aujourd'hui. Elles seraient non expansibles, limitées à une population donnée telle que 35 000 habitants par exemple, afin d'éviter de déborder sur la nature alentour et permettre la démocratie directe. Cette taille réduite permettrait aussi de planifier le réseau de transport en commun au mieux et ainsi éviter un trafic de véhicules individuels dans la ville. Lorsqu'une ville atteint sa taille maximale, une nouvelle cité pourrait être construite à quelques kilomètres de celle-ci, ce qui permettrait de créer des réseaux de cités indépendantes reliés par des trains rapides. Ce réseau de villes pourrait se constituer en tant qu'entité afin de permettre un multifédéralisme du local jusqu'au global, de remonter certaines données, de faire la demande lorsqu'il y a besoin de ressources non productibles localement tels certains métaux. Chaque cité aurait la capacité de créer une forme de culture différente. Imaginons cela dans un contexte international. Des milliers de cultures diverses et variées permettraient une grande diversité. Bien que souveraine, le respect serait de mise. Quelques exemples concrets de ce qu'il faudrait atteindre pour économiser certaines ressources et permettre un système viable pour les futures générations. Suppression de la voiture, remplacée par des transports en commun. Suppression de la mondialisation, remplacée par une consommation locale. Comment voulez-vous lutter contre le réchauffement climatique, contre l'épuisement des ressources, contre la 6e extinction de masse, contre la guerre, contre la misère, contre la dette économique, contre l'excès technologique, contre l'insécurité? Unissons-nous tous ou l'humanité s'éteindra. Soyons alors pour l'unité face aux avancées technologiques, ce qui permettrait d'aider l'humanité à s'émanciper du travail, des maladies et permettre la prospérité, d'évoluer vers de nouveaux objectifs en tant qu'humanité unie. Vous l'aurez compris, ce qui est proposé ici, c'est de s'unir en tant qu'entité face à une minorité belliqueuse afin de réorganiser totalement la société. C'est un appel à l'unité. Que vous soyez de gauche ou de droite, complotiste ou conformiste, CRS ou en mode ACAB, cosmopolite ou souverainiste. N'oubliez pas que nous faisons partie de la même plèbe, celle du peuple, que notre force est due seulement à notre unité. Il nous reste peu de temps pour agir. Ne pensez-vous pas qu'il soit possible d'arrêter les clivages, la division? Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de nuancer nos propos et ainsi s'unir vers des valeurs communes? Venez rejoindre le mouvement, ne vous trompez pas d'ennemis. Petit message pour la police. Vous qui serez en première ligne lors des prochaines manifestations, sachez que vous aussi faites partie du peuple et que vous avez l'ordre de veiller à son avenir. Qu'ainsi, vous devez le défendre et non lutter contre nous. Vous ne faites que votre métier, cela est compréhensible, mais sachez le remettre en question. Votre avenir et ceux de vos enfants en est aussi en jeu. Grève, boycott, fiesta générale le 23 mai 2023. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt.
Es bleiben im Raum Keitel, Jode, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie, dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen? So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mir jeden nur ersichtlichen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte, Gerda. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.